8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée. D'abord, cette rixe dans la Drôme qui a provoqué beaucoup de réactions. La mort d'un adolescent le week-end dernier. Thomas, 16 ans, mortellement blessé devant la salle des fêtes de Crépol. Une marche blanche aura lieu demain. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé hier soir pour qualifier ces faits d'ignobles et d'inacceptables, ajoutant cela s'appelle l'ensauvagement. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, l'idée d'un ensauvagement de notre société? Non. Pourquoi non? Et d'abord, je me méfie quand même de prendre un fait divers abominable, ce qu'on appelle un fait divers, et à partir de là, de déterminer quelque chose qui crée une aggravation. J'ai le privilège d'un certain âge, et je me souviens qu'on a eu beaucoup de ministres de l'Intérieur depuis des décennies qui nous expliquent à chaque fois qu'un cran a été franchi et autres. Donc c'est malheureusement des rixes de ce type-là, ça survient. Il y avait eu, je crois, dans la même région d'ailleurs, il y a quelques années, si vous vous souvenez bien, un jeune qui avait été tué à la sortie d'une boîte de la même manière. Bon, est-ce que j'allais dire, c'est des choses qu'il faut analyser, comprendre. Il faut voir si c'est en aggravation. Je ne crois pas en termes de fréquence. Donc je dis attention un peu à partir de là, renchérir sur la question. Bon, mais si vous voulez être prudent sur les termes de c'est surtout abominable pour les proches, la famille, etc. Pourquoi le ministre de l'Intérieur a parce que c'est un peu ce terme? Parce que c'est un peu sa manière de réagir. C'est souvent les ministres de l'Intérieur, en général, qui renchérissent un peu sur le côté parler toujours plus de sécuritaire, parler toujours plus d'une société qu'on ne comprendrait plus. Voilà, moi je pense qu'il faut faire attention à ne pas utiliser politiquement ce genre d'événements qui, si on regarde très franchement les journaux, l'actualité, année après année, on s'aperçoit malheureusement qu'il y a eu tout le temps des événements de ce type, quoi. Alors, il y a parfois malheureusement des coïncidences d'actualité. Il se trouve que là, l'actualité, c'est aussi l'agression d'un jardinier à Villecresnes, dans le Val-de-Marne. D'après une source policière, son véhicule bloquait la sortie d'une impasse. Un homme de 75 ans lui a alors porté un coup de cutter à la gorge après avoir proféré des insultes racistes à son encontre. Réaction là encore du ministre de l'Intérieur ce matin. Il dit « J'apporte tout mon soutien aux jardiniers agressés. Le racisme et la violence n'ont pas leur place. » Est-ce que là, pour le coup, vous souscrivez Oui, là, je souscris, oui. Et j'attendais qu'il réagisse. Hier, j'ai fait un tweet en lui demandant d'ailleurs qu'est-ce qu'il en pensait. Pourquoi ? Parce que des agressions de ce type, bon, le jardinier était traité de bougnoul, pour être rapide, des agressions de ce type qu'on pourrait caractériser d'islamophobe ou de racisme anti-musulman ou racisme anti-arabe, ce que vous voulez, il y en a pas mal en France en ce moment. Il y a eu une mosquée en Gironde qui a été taguée de manière très grave il y a quelques jours. Il y a dans les simples faits que je connais, il y en a eu d'autres, il y a la mosquée de Nanterre qui a reçu des menaces de mort, etc. Donc on sait que c'est quelque chose qui existe depuis maintenant des années, et je pense qu'il faut réagir, surtout dans le moment où nous sommes. C'est-à-dire, on voit bien que certains aimeraient bien importer le conflit géopolitique qui est celui du Proche-Orient, dont on va parler ensuite, je pense, en un conflit de religion en France, c'est-à-dire qui pourrait charrier de l'antisémitisme, et il y en a plus depuis quelque temps, indéniablement, mais aussi à l'inverse de l'islamophobie. Donc je pense qu'il faut être très ferme là-dessus, sur l'un et l'autre, et je suis assez satisfait que, pour le coup, le ministre de l'Intérieur réagisse. Donc vous ne croyez pas à l'ensauvagement du pays, en revanche, vous croyez à l'idée d'une augmentation du racisme et de l'antisémitisme en France? Je pense que les idées racistes dans le pays augmentent peut-être moins d'ailleurs dans la population que chez certains responsables politiques. Moi je pense qu'il y a une extrême droitisation du paysage politique. On le voit sur la loi de l'immigration, c'est-à-dire que vous avez une espèce de surenchère et qu'on parle de plus en plus extrême droite sans même s'en rendre compte. Et donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment négatif, surtout dans le moment, je vous dis, où certains aimeraient bien transformer le conflit du Proche-Orient en conflit géopolitique, de religion, et l'importer en France. Et sur ça, il faut être très ferme, il faut dire non, ni antisémitisme, ni islamophobie, et de ce point de vue-là, je pense que c'est bien que le ministre de l'Intérieur ait réagi. Sur ce que vous venez de dire, sur la parole publique, Jean-Luc Mélenchon s'est également exprimé hier. Alors, il dénonce bien sûr, je le cite, une ignoble tentative d'égorgement, arabophobe, dit-il, c'est le mot qu'il emploie, mais il ajoute, c'est le résultat, de son point de vue, du laisser-aller raciste dans la sphère publique. La classe médiatico-politique doit se ressaisir. C'est-à-dire où elle laissait aller Vous ne trouvez pas que dans beaucoup de médias, vous avez une espèce de déchaînement, par exemple,
j'entendais il y a peu parler d'antisémitisme couscous. C'était sur une de vos antennes il n'y a pas très longtemps. Il y a des choses qui... des propos qui, effectivement... Voilà, il y a des choses qui... Il y a une espèce d'environnement qui n'est pas très positif. Je vous dis, je pense que à force de flatter l'extrême droite et à force d'essayer de parler avec ces mots, eh bien, on a quelque chose qui, dans notre espace politico-médiatique, notamment au centre, à droite, etc., reprend ce type de thématique. Donc, il faut être très ferme là-dessus. Et encore une fois, je donne peu de compliments à M. Darmanin, mais là, je suis satisfait qu'il réagisse en nommant les choses. Voilà. Et là, c'est clairement une attaque raciste. Dans l'appel de Jean-Luc Mélenchon, il y a également un appel au sang-froid. Il dit l'unité du peuple repose sur notre sang-froid. Le sang-froid de qui? Est-ce que c'est la qualité première de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, le sang-froid? Bah oui, je pense qu'il parlait du sang-froid global de la classe politique. Oui, mais à commencer par vous-même peut-être. Et à lui-même. Non, du sang-froid global de la classe politique. Moi, je pense pas que nous soyons ceux qui perdent le plus le sang-froid, par exemple, de la manière de traiter aujourd'hui le conflit. Ah bah par exemple, tous ceux qui, depuis quelque temps, nous traitent de tous les noms d'oiseaux parce que nous sommes permis de dire depuis quelques semaines qu'il fallait un cessez-le-feu, que c'était un conflit géopolitique au Proche-Orient et non pas une guerre de religion, qu'il fallait le traiter en tant que tel. Ce sur quoi maintenant d'ailleurs le chef de l'État Emmanuel Macron vient, ce qui est positif. Je pense que la manière dont on a été attaqué, c'est une perte de sang-froid. Oui, je le crois. Je crois que la manière, je vais continuer, la manière dont à un moment donné, aussitôt qu'il se passe quelque chose dans ce pays, par exemple de violences policières et autres, on estime que la principale force d'opposition qui pose cette question, qui est évidemment cruciale, en réalité n'aime pas la police ou serait, la manière de caricaturer notre position, la manière de l'extrémiser, je pense que c'est une perte de sang-froid qui n'aide pas au débat républicain, au débat démocratique, par exemple. Mais quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme, à laquelle vous n'avez pas souhaité participer, c'est votre droit. Et que Jean-Luc Mélenchon dit c'est un soutien inconditionnel au massacre. C'est pas une preuve de sang-froid. Ce sont des invectives qui sont lancées à des gens. Mais ce qui n'est pas le sang-froid, je ne vais pas passer mon temps à commenter tel ou tel titre. Ce qui n'est pas, je vais vous dire, ce qui n'est pas le sang-froid, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez un événement de l'ampleur de ce qui se passe au Proche-Orient et vous avez certains qui essayent justement de l'introduire en France pour semer la division en pointant du doigt des responsables qui seraient les responsables de l'antisémitisme. On voit bien la marche, par exemple, était liée avec une vision du conflit qui était la vision, on va dire, du gouvernement israélien. C'est-à-dire une vision où le conflit commençait... Laissez-moi finir. Le conflit commençait le 7 octobre. Le conflit commençait le 7 octobre et l'antisémitisme commençait quelque part le 7 octobre dans ce pays, alors qu'on sait que, et c'est très documenté, l'antisémitisme dans ce pays est encore très majoritairement venu de l'extrême droite, où le nom n'est même pas prononcé dans cet appel. Donc je dis que cette marche, c'est pas quelque chose qui était de nature à unifier les Français, par exemple, contre l'antisémitisme, évidemment, mais aussi contre toutes les formes de racisme dont on vient de parler précédemment. En cela, je pense que oui, il y a une perte de sang-froid dans la manière dont quelque part, on utilise ce conflit pour soit marginaliser une opposition, soit créer des divisions dans le pays. Je pense que ce n'est pas là, il y avait une perte de sang-froid. Voilà, je pense que c'est pas de cette manière-là qu'il faut faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas été à la marche parisienne. Nous avons été à d'autres marches qui n'avaient pas les mêmes ambiguïtés, mais nous n'avons pas été à la marche parisienne pour cette raison. Il y aura jeudi à Marseille un meeting pour la paix et la justice en Palestine, avec notamment certains élus insoumis, Manuel Bompard, Mathilde Panot, l'ambassadrice de l'autorité palestinienne en France. Est-ce que vous y serez également à titre personnel? Non, j'y serai pas. Il se trouve que j'ai fait le même meeting, figurez-vous, quelques semaines avant le 7 octobre, avec les mêmes personnes. Salah Mourid, qui est un franco-palestinien qui a été expulsé de manière illégale de son pays, c'est-à-dire la Palestine, enfin Israël, et puis l'ambassadrice de Palestine. Donc voilà, j'ai fait un meeting dans ma circonscription. À quoi ça doit servir ce type de moment? À toujours pousser des feux pour qu'on obtienne le cessez-le-feu. C'est ça la revendication aujourd'hui principale. On a une situation où il y a eu, après le 7 octobre, des représailles israéliennes qui, en réalité, au Proche-Orient, ne sont qu'une manière d'atteindre l'objectif que s'est donné M. Netanyahou, c'est-à-dire en finir avec toute possibilité d'entité palestinienne. En Cisjordanie, 200 morts depuis le 7 octobre, notamment par des colons, et de l'autre côté, à Gaza, où il y a maintenant 13 000 morts d'après l'agence Reuters, et d'après les chiffres qui sont donnés, et avec plus de la moitié de la ville détruite. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de mobiliser pour le cessez-le-feu.
Donc ces meetings servent à ça, c'est-à-dire une cessez-le-feu et après des négociations pour la paix. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités que des meetings, des manifestations, faire en sorte que l'opinion publique agisse de plus en plus pour que nos représentants embrayent. C'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, qui maintenant depuis une semaine est très clair sur le cessez-le-feu. Il a interpellé Netanyahou sur les parce qu'il faut que ça s'arrête. Et vous savez pourquoi il faut que ça s'arrête? C'est que tout ça va faire le malheur des deux peuples. Le peuple palestinien, on le voit aujourd'hui, qui est avec c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui parle de risque génocidaire, mais également le peuple israélien, parce que on ne peut pas être un État colonial en guerre contre un autre peuple en permanence sans soi-même changer en réalité de nature. Et je pense que c'est ce qui menace Israël. Est-ce que vous considérez que le chef de l'État fait ce qu'il faut? Vous dites, il y est venu. Il a dénoncé, pour le coup, les trop nombreuses pertes civiles à Gaza. Il l'a dit à Benyamin Netanyahou. Est-ce que la France, à sa place, le chef de l'État français, peut faire davantage, au-delà des mots? Maintenant, oui, il faut réfléchir à savoir comment on pèse plus. Alors, est-ce que ça passe par peut-être déjà arrêter de vendre des armes à Israël, peut-être des sanctions? Il faut réfléchir à des sanctions économiques. En tout cas, il faut faire quelque chose. Dans n'importe quelle autre situation, aujourd'hui, on serait en train de parler d'une interposition de l'ONU. Dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire, dans la situation d'un pays qui, depuis des décennies, enfreint toutes les règles, toutes les résolutions de l'ONU, avec une colonisation accentuée de la Cisjordanie, avec un blocus et maintenant un envahissement de Gaza, une destruction de Gaza, on aurait une situation où je crois qu'on parlerait de ça. Et comment on s'interpose? Comment? Pourquoi c'est pas le cas cette fois-ci, à votre avis? Très clairement, parce que vous avez des pays absolument majeurs au niveau de l'ONU, notamment les États-Unis d'Amérique, qui soutiennent de manière inconditionnelle la politique d'Israël. Or, le problème, c'est que quand la politique d'Israël, j'allais dire, emprunte avec M. Netanyahou une politique qui est celle d'un gouvernement d'extrême droite, avec des racistes, des suprématistes dans ce gouvernement, là, ça devient absolument insupportable. Donc moi, le chef de l'État, c'est pas le chef de l'État qui peut décider, j'allais dire que l'ONU intervienne ou autre. L'ONU qui a perdu 100 agents, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à Gaza depuis quelque temps, mais peut-être doit-on réfléchir maintenant à proposer des sanctions économiques. En tout cas, il faut arrêter ça. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est un nettoyage ethnique à minima, et c'est sous nos yeux, et nous pouvons intervenir. On ne pouvait pas prévoir le 7 octobre, qui sont les crimes de guerre du Hamas, si vous voulez. Là, par contre, les crimes de guerre se déroulent sous nos yeux, et nous pouvons intervenir. Et encore une fois, ça fera le malheur des deux peuples. Je voudrais également qu'on revienne à l'actualité en France, très loin naturellement de ce qui se passe au Proche-Orient, mais qui fait réagir la classe politique avec le témoignage de la députée Sandrine Josso, qui s'est exprimée hier soir pour dire « j'ai cru mourir ». Elle accuse un sénateur, le sénateur Joël Goriot, de l'avoir drogué à son insu en vue de l'agresser sexuellement. L'élu a été mis en examen. Le président du Sénat, Gérard Larcher, réclame qu'il se mette en retrait. Comment est-ce que votre parti réagirait si une telle affaire survenait dans vos rangs? De telle gravité et devant les faits, manifestement, puisque là on parle de tentative de viol sous effet de drogue, ce qui, j'allais dire, dans l'échelle des agressions sexuelles et sexistes, on est vraiment au summum. Donc je pense qu'on réagirait très certainement comme le groupe Horizon. C'est-à-dire avec une... Je pense. Enfin, vous voyez comme moi, vous êtes en train de me commenter les faits. Alors bien sûr, il faut que la justice passe. Donc ça peut être des mesures suspensives. Il faut que l'enquête se fasse. Enfin là, les choses sont d'une telle gravité que même à moitié reconnues d'ailleurs par le sénateur, au moins sur l'absorption de drogue. Il conteste avoir voulu. Oui, mais je parle au moins de l'absorption de drogue. Il parle d'une erreur de manipulation. Donc en tout cas, il y a au moins des mesures conservatoires à prendre. Et je n'ai pas tellement d'autres commentaires à faire que tout le monde est choqué par ce qui est arrivé à Sandrine Josso. Mais il faut partir du principe que la parole de la victime, en l'occurrence Sandrine Josso, est la parole à croire. Vous n'avez pas de doute sur en tout cas, c'est la parole à écouter, bien évidemment, de manière forte, surtout que je vous fais remarquer que là, c'est pas juste une parole, c'est que la justice est mise en branle, il y a une mise en examen, il y a une enquête, et donc manifestement, ces paroles sont prises très au sérieux. Donc à partir de là, il y a à minima des mesures conservatoires à prendre. L'actualité, c'est aussi le lancement de la campagne des Restos du Cœur, une nouvelle fois avec un appel au soutien, puisque les Restos du Cœur disent qu'ils pourraient rencontrer des difficultés malgré les aides de ces dernières semaines et qu'ils ne sont pas certains de pouvoir accueillir tous les bénéficiaires. Le cas échéant, qui doit payer? Est-ce que c'est à l'État de donner plus? Est-ce que c'est aux Français qui nous regardent de donner aux Restos du Cœur? Qui a les moyens de faire que cette campagne soit un succès malgré tout? Écoutez, ça fait longtemps qu'ils alertent. Moi, je les avais invités à la commission des finances, les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, qui dressaient un portrait absolument abominable de ce qui est en train de se passer. Il y a plus de 9,2 millions de foyers français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et pour la première fois, ces associations, je pense qu'elles vont peut-être devoir trier dans le secours alimentaire procuré à ces personnes. Donc, en préambule, c'est peut-être la politique de l'État. Comment peut-on accepter
qu'on soit dans une société où on est les plus fortunés qui gagnent plus que jamais de l'argent et que d'un autre côté, vous ayez autant de millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, dont 1 million de travailleurs pauvres. C'est bien qu'il y a un problème de partage des richesses, il y a un problème de partage de ce que nous produisons. Donc c'est bien l'État qui produit une politique économique. Et je pense que de ce point de vue-là, oui, il faut par exemple faire en sorte, c'est notre proposition, que les minima sociaux soient au moins au niveau du seuil de pauvreté, que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté dans ce pays. Et ça, c'est l'État qui peut le faire. Il y aura tout à l'heure, je crois, une conférence de presse d'ailleurs de certains de vos collègues parlementaires insoumis sur ces sujets, prix, précarité alimentaire, nos solutions. Ça passe par ce que vous venez de dire, c'est une question de minima sociaux pour régler l'urgence des restos. Non, c'est une des solutions, mais par exemple, là-dedans, il y a 1 million de travailleurs pauvres, où il y a beaucoup de jeunes. D'accord, des étudiants, il y a des nouvelles, j'allais dire, catégories de personnes qu'ils ne voyaient pas avant. Donc ça veut dire que on doit, par exemple, revaloriser les salaires, revaloriser le SMIC. Nous, on est pour indexer les salaires maintenant sur l'inflation. On est pour traquer ce qu'on appelle le travail précaire, de façon à ce que les gens puissent gagner correctement de leur vie à partir du moment où ils travaillent. Et puis, évidemment, ça passe aussi par des ministrations. On est pour des allocations, par exemple, pour les jeunes en dessous de 25 ans, qui permettraient à des jeunes de pouvoir faire leurs études avec des conditions de vie à peu près décentes. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de mesures. Moi, je crois qu'on est dans une société qui, pendant depuis maintenant plusieurs années, mais ça a été accentué depuis 6 ans, pense que si vous enrichissez les plus riches, les détenteurs de capitaux, ça va rejaillir économiquement dans toute la société. C'est pas ce qui se produit. C'est pas ce qui produit. Jamais des riches n'ont autant gagné d'argent et jamais il y a eu autant de pauvres ou de travailleurs pauvres. Donc il faut rééquilibrer ça. Alors on a proposé nos 2 niches, l'indexation sur les salaires. On propose aussi des efforts pour le logement des jeunes, des étudiants. Le logement qui est une bombe sociale dans le pays absolument terrible. Il va falloir choisir. Je rappelle juste pour nos téléspectateurs, dans quelques jours, il y aura cette journée parlementaire dédiée aux propositions de la France Insoumise. Vous avez raison, vous proposez l'indexation des salaires, l'encadrement des marges pour les industries, enfin certaines industries. On ne peut jamais tout examiner dans une niche parlementaire, malheureusement. Donc, quelle sera la première proposition mise en lumière par la France Insoumise ? C'est sur l'encadrement des marges et justement tout ce qui touche autour du pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'indexation des salaires, les marges, parce que comme vous le savez, l'inflation principalement en France est due aux marges des entreprises. C'est pas, contrairement à ce qu'on dit des fois, les salaires qui augmentent. Il y a dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, c'est plus 40% de marges qui ont été produites en 1 an. Donc il faut, par exemple, encadrer les prix. Il faut bloquer les prix de certains produits alimentaires. Et puis il faut d'un autre côté faire en sorte, c'est une des autres mesures qui va être en priorité, faire en sorte d'indexer les salaires à l'inflation, qui me semble être une mesure de bonne loi quand l'inflation remonte de manière aussi forte. Pour le coup, la proposition que vous aviez faite, enfin vous les insoumis d'abroger à la réforme des retraites, on est d'accord que ça c'est mort et enterré. Il n'y aura plus de recours, vous ne retenterez pas. Mais on ne peut pas le faire, figurez-vous. Non, là vous vous trompez. Ah, vous en êtes empêché ? On en est empêché de manière, alors là, qui moi m'étonne. Du respect de la procédure. Une procédure, oui, mais qui se fait en dehors de tout cadre réglementaire. C'est-à-dire que la présidente de l'Assemblée et le bureau de l'Assemblée ont décidé d'empêcher une proposition de loi qui avait déjà été jugée recevable par le même bureau de l'Assemblée. C'est une première. La présidente de l'Assemblée intervient. Voilà, je crains que vos téléspectateurs ne comprennent pas bien la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on invente un règlement pour satisfaire aux aspirations politiques de la majorité, entre guillemets, qui est de ne pas revoir une loi d'abrogation des retraites pendant ce mandat. C'est quand même assez grave, parce que ce règlement, normalement, ne le permet pas. La seule personne qui, théoriquement, est apte à juger de ce qu'on appelle l'article 40, de la recevabilité, c'est moi. Et donc là, il y a une décision de la majorité de passer outre, en dehors de tout règlement. Donc je trouve que c'est assez grave, mais c'est aussi une manière de considérer, alors avec le 49.3, c'est une autre forme, la démocratie parlementaire dans ce pays qui est mal en point, je trouve. Mais c'est un état de fait que vous acceptez, devant lequel... Désolé que je vous fasse. Oui, voilà. Eh bien, c'est une bonne question que vous posez, parce qu'il n'y a pas de recours. Voilà, il y a un règlement interne de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée a pu décider qu'il passait outre absolument tous les règlements, et on cherche aujourd'hui la manière dont on pourrait avoir un recours. Peut-être au niveau d'institutions européennes, on va regarder, mais enfin, il y a quand même un problème. Moi, voilà, on franchit des lignes rouges après des lignes rouges de la part de cette majorité. Je voudrais vous entendre également sur un sondage publié ce matin par nos confrères des Échos, sondage de l'IFOP sur les futures européennes. Alors, à prendre bien sûr avec beaucoup de prudence. Les européennes sont dans plusieurs mois, c'est le 9 juin. C'est une photo à l'instant T, mais ça nous montre quand même un RN très puissant, à 28% d'après cette enquête d'opinion. La majorité présidentielle est 19%. La gauche plus loin, le total de la gauche est toujours aux alentours de 30%, mais avec le PS en tête, 9%. Les écologistes 8, LR 8, bon, et les insoumis 7. Potentiellement, ça peut vouloir dire qu'à l'issue de ces européennes, le leadership à gauche peut être du côté du PS. Vous reconnaissez les européennes en général ne donnent pas la hiérarchie à gauche. Moi, je l'ai remarqué depuis quelques années, notamment
par la typologie de l'électorat qui va voter. Il y a une très forte abstention, il y a une surreprésentation en général des classes moyennes, des classes dans ce pays. Donc ça ne donne pas forcément la hiérarchie qui après se montre aux élections nationales. Donc on verra bien. Moi j'ai surtout l'impression, si vous voulez mon avis, les élections nationales pour faire les hiérarchies et les ordres. Ah, je pense, oui. Pourquoi ? Bien évidemment, parce que vous avez une abstention encore plus forte et que vous avez toute une catégorie de population, notamment dans les classes populaires hautes, qui ne vont pas voter aux européennes. Votre électorat va moins voter. Oui, et donc, mais donc. Non, mais si chacun dit mon électorat va pas voter, c'est moins légitime. Non, mais vous me demandez si. Non, oui, vous me demandez si. Vous me demandez si c'est. Si le paysage politique qui sort des européennes est un paysage politique fidèle à ce qui est dans le pays, en général, ça n'a pas été le cas. Bon, quant aux chiffres que vous me donnez, vous admettrez que 7, 8, 9, on est dans les marges d'erreur, donc on verra bien à l'arrivée. On est encore très loin des européennes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la préoccupation des Français. La préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, ce qui se passe au Proche-Orient, les questions environnementales. On verra bien d'ici là le résultat. Quant au Rassemblement national, on lui dit tellement que de toute façon il sera fort qu'à la fin ça devient une prophétie autorisatrice. On se demande si c'est pas ce qu'on souhaite en réalité. Alors, vous nous prêtez des intentions qu'on n'a pas forcément, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je parle en général. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été sur le plateau de LCI ce matin.